africain. C'est pas la guerre, c'est du sport. La Sénégambie, c'est une tradition historique. Ce sont des interconnexions sociales, culturelles, religieuses, humaines, etc. Et évidemment, le football que nous produisons au Sénégal, c'est le même que les Gambiens, les Scorpions gambiens produisent, même si nous sommes un cran au-dessus. Même si nous souhaitons que le Sénégal puisse rééditer son exploit. Mais il ne faut pas sous-estimer. On connaît l'histoire de David et Goliath. Nous nous retrouvons au petit poussé, face au petit poussé. Ne le sous-estimons pas. Cela étant dit, je crois que tous les amateurs de football, et j'en fais partie, souhaitent que notre football continue sur sa lancée de gravir les échelons et de peser non seulement au niveau africain, mais de peser au niveau international parce que nous en avons la capacité. Personnellement, je suis, depuis mes années de jeunesse à Kaolack, ce qu'on dit féru du football. J'étais un grand amateur du sport, de la balle ronde, de sorte qu'aujourd'hui, je participe à une association kaolackoise des anciens de Kaolack qui veulent relancer le football de notre chère ville. Et à ce titre, je voudrais dire que l'une des initiatives de cette association qui a été créée par les anciens qui s'intéressent au football kaolackois, c'est de célébrer son anniversaire qui arrive le 27 janvier et d'honorer certaines des grandes figures du football kaolackois, dont Hassan Tall, mais surtout, cette fois-ci, le doyen reporter sportif qui nous a inspiré, Sato Bidjo, à qui je voudrais dédier cette émission aujourd'hui, en renouvelant véritablement mon engagement à être des Sénégalais qui vont fêter le parcours de notre équipe nationale. Mais nous ne vendrons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Une compétition de football, c'est 90 minutes chaque match, n'est-ce pas, y compris les tirs de penalty par la suite. Donc, allons jusqu'au bout, chercher la victoire avec les gens sénégalais. Et je pense que avec le collectif dont nous disposons, l'habitude de l'équipe à travailler ensemble, notre 11 national peut légitimement aspirer à rééditer son exploit d'il y a 2 ans au Cameroun. Vous avez donc quitté le Sénégal il y a bientôt 5 ans, depuis votre sortie de prison. Vous avez été incarcéré pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État. Et pourquoi vous dites que vous avez été forcé à l'exil alors que vous aviez bénéficié d'une liberté provisoire? Ah, mais vous savez, il y a une chose. J'ai été arrêté le 29 juillet 2019, des photons minés, tôt à l'aube, comme ça se faisait, du temps des autocraties est-européennes, du temps des grandes dictatures, du temps de la chasse aux sorcières de Edgar Hoover ou du sénateur McCarthy aux États-Unis, du temps du stalinisme pur et dur, du temps des tracts hitlériennes. On est venu chez moi à 6 heures du matin, taper à ma porte. Si je n'avais pas eu le réflexe d'écrire qu'on est venu chez moi pour me prendre et de me porter bien, peut-être que je serais parmi les gens qui ont disparu dans la nature. J'aurais été jeté au milieu de l'océan. Si bien que le patron de la DIC, la division des investigations criminelles, quand il m'a vu, il m'a posé la question, mais vous avez averti le monde entier. J'ai rigolé. Parce que ne l'aurais-je pas fait qu'aujourd'hui on ne parlerait de moi qu'au passé composé. Alors, je suis parti en exil parce que arrêté dans des conditions illégales, détenu dans des conditions illégales, et libéré sans accusation qui puisse tenir la route, je me suis dit, ma sécurité n'était pas garantie. D'une part, parce que la raison qui était avancée pour m'arrêter, ce sont mes écrits. Mais mes écrits étaient fondés en raison. Ce que j'avais écrit tenait la route. J'avais parlé de la prédation de nos hydrocarbures. À ce moment-là, l'État du Sénégal voulait faire un roadshow pour vendre les derniers blocs pétrole-gazier dont nous disposions. Et j'avais dit, en matière de pétrole et de gaz, quand les enjeux politiques sur le sol ne sont pas résolus, quand il y a des tensions politiques sur le sol, il faut éviter de toucher au sous-sol, aux ressources du sous-sol. C'est ça la règle qu'on enseigne partout. Et donc, d'avoir écrit ça, du part, et d'avoir rappelé les frasques de Macky Sall
indéniable, ça pouvait tout de plus me valoir une convocation en bonne forme, une interrogation, peut-être des remontrances, mais de là à me prendre et à l'heure qui suit, de m'amener à la DIC et après de me jeter dans une cellule, puis le lendemain ou le surlendemain, de me jeter dans une chambre de prison avec plus de 100 personnes, toutes choses entre parenthèses que j'ai détaillées dans le livre que j'ai publié, qui s'appelle Otage de l'État, dont la recension à ce jour n'a pas été faite dans la presse sénégalaise, et pourtant, c'est l'une des meilleures ventes des éditions L'Harmattan, qui m'a à nouveau recommandé à la fin de l'année à leur public. Tout cela m'a poussé à dire ma sécurité n'était plus garantie. Bien qu'à ma sortie de prison, j'ai tenu à faire, à mes risques et périls, des interviews pour rappeler ce qui s'était passé, et que je sois allé sur la tombe de mes parents à Touba, et que je sois allé voir le calife des Mourides, qui, je pense, avait mis en garde ceux qui voulaient m'arrêter en leur disant « Vous courez un grand risque en l'arrêtant ». Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas droit. Ils l'ont fait, et ça s'est retourné contre eux, parce que je suis sorti. Ce qu'ils ne voulaient pas que le monde sache, le monde entier le sait. Dans mes écrits, il y a quelques jours, pas plus tard que mardi dernier, j'étais sur la BBC télévision et la BBC radio, et j'ai reparlé de ça. Le monde entier sait. Ce qu'ils voulaient cacher, c'est que je ne pouvais pas rester dans un pays où on peut se permettre de prendre quelqu'un et de le jeter en prison et de le juger de l'État ayant la légitimité de la violence publique, mais l'ayant dévoyé. Je ne pouvais pas me permettre de courir ce risque-là parce que c'était un combat illégal et illégal. Et donc, je suis parti sur cette base-là. N'y a-t-il pas eu trop d'affabulation autour de cette affaire Petro-Tim, puisque la justice sénégalaise a débuté une enquête qu'elle a arrêtée, et elle a enterré le dossier parce que certainement il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, non? Non, excusez-moi, je recuse cette démarche. La justice sénégalaise couchée, devriez-vous dire, a essayé d'enterrer ça. C'est pas un dossier qu'on enterre. Monsieur Al-Moussal et monsieur Franck Timis ont pris les ressources du Sénégal et ont pris des royalties en avance. La BBC, qui n'est pas une petite chaîne, a dit qu'il y a 6 000 milliards CFA qui se sont partagés. J'ai moi-même parlé avec le PDG de la British Petroleum, Bob Dudley à l'époque, lors d'une conférence à Londres. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment la British Petroleum, qui est une grande entreprise, qui doit être gouvernée par des normes de gouvernance et de compliance, de respect, de règles de gouvernance, comment British Petroleum a pu se coltiner avec une figure aussi problématique que les Franck Timis. Je rappelle que Franck Timis est la personnalité qui a connu la plus lourde amende de la bourse de Londres. Et à Lussal, quand l'affaire a éclaté, même son frère, dans son entourage de rapproché, a tout fait pour qu'il lâche le morceau, qu'il retourne l'argent qu'il a pris. Si c'est entêté, à lui, c'est mon petit frère, c'est mon cadet. Il n'y a pas de problème à titre personnel, mais c'est un escroc, excusez-moi du terme. Parce que ce qu'il a fait là, c'est spolier les ressources du Sénégal. Et là, aucune justice instrumentalisée ne peut l'enterrer. C'est un dossier qui sera remis sur la table et on en reparlera. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, à Genève, il y a des procès qui sont en cours contre les personnalités du régime de Yahya Jammeh en Gambie. C'est une jurisprudence qui s'établit. On va ouvrir le dossier. Ce sont les ressources du pays. Il ne faut pas dire que c'est des affabulations, c'est des faits. Pensez-vous qu'en Grande-Bretagne, qu'on s'amuse avec ça, s'il y avait vraiment matière à dire qu'il y a corruption, vous pensez que cette affaire-là va se limiter juste sur le territoire sénégalais, que les Anglais n'auraient pas cherché eux aussi à enquêter, à voir s'il y a eu vraiment des faits de corruption dans cette affaire-là? Mais vous donnez aux Britanniques une probité qu'ils n'ont pas. N'oublie pas que la réputation, la
dénomination des Britanniques, c'est la perfide Albion. Ils sont perfides, ils sont un peuple crapuleux. Ne l'oubliez pas qu'ils ont colonisé pratiquement de l'Afrique à l'Inde, des espaces entiers de la planète, et qu'ils en ont tiré profit. Ils ont pratiqué à travers Lord Lugar, qu'il a appliqué, je pense bien, à Hong Kong, puis au Nigeria, la règle du diviser pour régner. Non, 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 les Britanniques ne sont pas un modèle de honnêteté et de probité, tout au contraire. Et je vous dis que j'ai personnellement interpellé le président et le vice-président de British Petroleum à Londres, à l'hôtel Intercontinental. Et à la suite, on a débarqué le PDG de British Petroleum. Souvenez-vous que British Petroleum est habitué de ce genre de choses, de sorte qu'en l'an 2010-2011, quelque chose comme ça, quand il y a eu l'explosion de sa plateforme pétro-gazière sur la côte du golfe de Guinée, et que sa plateforme Macondo a explosé avec donc les travaux qui étaient faits par une structure japonaise transocéan, BP était condamné à payer par les États-Unis 31 500 milliards CFA, 63 milliards de dollars. Après, ils sont venus sur les côtes ouest africaines où il n'y a pas autant de rigueur pour essayer de déployer le pouvoir. Non, 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 le British Petroleum n'est pas un modèle en matière de respect des normes de gouvernance. La preuve, même à ce jour, dans la gestion du champ gazier Grande Tortue Aïnienne, qui est unitisé entre le Sénégal et la Mauritanie, le British Petroleum vient de donner le marché du contenu local à une firme britannique, Petrofac, qui est probablement une officine du MI5, qui sont les services de renseignement britanniques, comme d'ailleurs le gouvernement sénégalais a laissé Bechtel et autres firmes affiliées à la CIA contrôler les marchés d'infrastructures au Sénégal. Non, 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 il ne faut pas véritablement se laisser impressionner par British Petroleum. C'est des entreprises d'exploitation des ressources des pays sous-développés. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1960, des pays qui en avaient des ressources comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Irak, le Koweït et l'Iran avaient créé le cartel dit OPEC, pour pouvoir contrôler, n'est-ce pas, les ressources émanant de leur terre et de leurs entrailles maritimes. Donc il ne faut pas leur donner, comment dirais-je, un blanc-seing, une carte blanche. Non, 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 ce n'est pas des modèles, au contraire. Tout compte fait, les choses évoluent. Le Sénégal attend ses premiers barils de pétrole et ses premières molécules de gaz dans quelques mois, dans cette année 2024, quand même. Oui, ben, écoutez, le Sénégal a longtemps attendu avant de devenir un pays producteur de pétrole et de gaz. C'était prévisible que nous allions en devenir un, parce que la côte ouest africaine commence à révéler ces ressources-là. On a vu en 2007, après près de 100 ans, le Ghana découvrir son champ éléphantesque jubilé. Et donc, pour le Sénégal, c'est tout à fait normal qu'on puisse en découvrir. Le problème sur les ressources en hydrocarbures, c'est toujours le même, la même problématique, la même question qui se pose. Est-ce que nous sommes visités par quelque chose qui nous aide à nous sortir de la pauvreté en faisant de ces ressources une bénédiction, ou est-ce que nous tombons dans la catégorie des pays où les découvertes de pétrole et de gaz n'ont mené qu'à une malédiction, vers plus de pauvreté, vers plus de corruption, vers plus d'inflation, vers plus, n'est-ce pas, de recul de ces pays-là. Dans la première catégorie, vous savez qu'il y a la Norvège, il y a les Émirats arabes unis, il y a même l'Arabie saoudite, mais vous avez, à contrario, d'autres pays qui ont ces ressources-là, que ce soit le Venezuela, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Angola, et plus d'autres pays africains, où les ressources naturelles n'ont pas mené à de grandes
avancées sociales, à plus d'équité, à une distribution honnête de la manne des ressources d'hydrocarbures. Donc, dans le cas du Sénégal, qu'on ait découvert ça, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, si on regarde l'évolution depuis la découverte du pétrole et du gaz en 2014, en 2012, il y avait de la prospectivité, comme on dit dans le jargon, mais 2014, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des tensions à n'en plus finir. Je vous ai dit tantôt que British Petroleum vient de donner ce qui devait revenir au contenu local à une firme qui est dans le renseignement pratiquement Petrofac, 600 milliards qui vont échapper à des sociétés sénégalaises. Mais plus grave, c'est que la corruption est partout. C'est que déjà, avant même l'exploitation du pétrole et du gaz, ce que nous allons en tirer, c'est des cacahuètes. Il faut dire aux Sénégalais, pour qu'ils le sachent, qu'avant même l'exploitation de nos hydrocarbures, un, nous les avons perdus, deux, ce que nous allons en recevoir, c'est une quantité négligeable. Peut-être qu'on va gagner 200, 300 milliards CFA par an. Ce n'est rien, n'est-ce pas? Comparé à ce que nous aurions pu gagner si l'État avait bien négocié, si nous avions mis en place dès le départ des conditions pour que la ressource découverte au Sénégal bénéficie d'abord au Sénégal. Tel n'a pas été le cas. Ailleurs dans le monde, si vous prenez des pays comme la Norvège, quand ils ont découvert les ressources, ils ont mis en place un code de l'exploitation de ces hydrocarbures. Ce qu'on appelle value addition, la valeur ajoutée sur leur sol, l'emploi national, la création de fonds de souveraineté, la stérilisation de devises tirées du pétrole, les investissements ailleurs pour éviter qu'il y ait de l'inflation importée à cause de ça. Ça a permis à la Norvège d'être l'une des locomotives de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Ça a été le cas avec l'Arabie Saoudite, avec le Cheikh Zayed, les Émirats Arabes Unis, qui ont utilisé ces ressources-là pour faire des Émirats Arabes Unis un modèle. Tout le monde voit ce que ces Émirats, Abu Dhabi, Dubaï, sont devenus. Vous regardez le Qatar. Si on vous entend parler comme ça, on va se dire peut-être que notre compagnie pétrolière publique, Petrosen, ne deviendra jamais comme la Saudi Aramco ou d'autres compagnies, même sur le continent africain. Écoutez, d'abord, il faut savoir que si on fait le benchmarking, la comparaison, il faut comparer ce qui est comparable. Nous devions nous comparer avec, par exemple, la NNPC du Nigeria, Nigerian National Petroleum Corporation, ou alors avec Ghana National Petroleum Corporation, NNPC. Eux, ils sont en train de faire dans l'exploration. Si vous allez au Nigeria, ils font dans ce qu'on appelle le local content. Plus de 80% des ressources sont contrôlées par les populations locales. Les multinationales laissent progressivement le terrain, y compris même dans l'exploration, à des firmes comme les Oando et autres qui font ça. Dans le cas de l'Arabie Saoudite dont vous parlez, même Saudi Aramco est en train de faire ça mieux. Saudi Aramco a vendu 5% de son capital dans la bourse pour essayer d'investir dans l'après-pétrole. Parce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite sait que les énergies fossiles sont des énergies du XXe siècle, à la limite. Ça, Macky Sall ne veut pas entendre parler. Il est contre cette guerre contre les énergies fossiles. Il l'a déclaré partout. Et il a raison peut-être. Mais Macky Sall ne veut pas entendre parler parce que aussi, Macky Sall veut s'accrocher au train du passé, s'il ne comprend pas les tendances lourdes. On ne peut pas arrêter la marche de l'histoire avec du verbiage. Aujourd'hui, les énergies qui sont celles qui comptent le plus, ce sont les énergies vertes. Les énergies où les pays africains ont encore plus d'atouts. Par exemple, le solaire, l'éolienne, le géothermal, ou encore l'hydroélectricité. Voilà où les gens orientent les investissements. Et beaucoup de pays commencent à attirer des investisseurs dans ce domaine. Par exemple, j'ai un partenaire avec qui je travaille sur un projet
que nous allons développer en Afrique australe, de 2 milliards de dollars dans le domaine de l'hydrogène vert. Parce que les pays européens ont besoin de décarboner leur économie, d'une part. Et d'autre part, ils ont besoin de remplacer l'importation de gaz, le gaz par le pipeline, le tuyau qu'ils recevaient de la Russie. Est-ce que des pays comme le Sénégal doivent subir ce diktat de ces puissances qui sont contre les énergies fossiles, sur lesquelles ils se sont appuyés de longues années pour accroître leur développement, et ces mêmes anti-énergie fossile qui, pour la plupart, utilisent en ce moment du charbon? Paradoxal, non? Mais c'est parce qu'ils ont été surpris par la brutalité de la rupture de leur approvisionnement qui venait de la Russie. Donc, dans un premier temps, ils ont une solution ad hoc, mais dans le long terme, ils sont obligés de compter sur les importations d'hydrogène vert, d'ammoniac et autres, pour pouvoir être sûr d'alimenter le pays, de l'Allemagne à d'autres pays européens. C'est ça. Et donc, sur cette base-là, parce qu'il y a le off-taker, qui est l'État allemand, qui achète, donne la garantie. Vous avez des garanties de souveraineté qui sont données par les agences de crédit à l'exportation dans le cadre de l'Allemagne, c'est Müller Hermes. Et vous avez aussi des banques comme Deutsche Bank et autres qui sont prêts à accompagner parce qu'ils savent que de toutes les façons, quand c'est produit dans un pays déterminé, ces ressources-là sont utilisées en Europe. Et pour le pays africain qui mise sur ce type d'énergie nouvelle, c'est tout bénéf, parce que ça remplace progressivement les revenus qu'ils escomptaient du pétrole et du gaz. Donc, ils sortent un peu des énergies du passé pour s'orienter vers les énergies du futur. Mais je veux dire, cet ami avec qui on travaille sur ce projet de 2 milliards de dollars, il a signé un accord à côté du Sénégal, en Mauritanie, pour faire un projet d'hydrogène vert, tenez-vous bien, de 35 milliards de dollars. C'est de loin beaucoup plus important. Et ce n'est pas de l'invention, c'est des faits. C'est signé, c'est annoncé. Que ce que nous pouvons escompter du pétrole et du gaz. Je vous signale que ce que British Petroleum va nous donner dans le projet Grand Hymen, Grand Tortue, c'est 300 milliards de francs CFA GTA. C'est pas beaucoup. Ne vous faites pas d'illusions. Et attention, ce n'est même pas évident qu'on retienne ça, parce que sachez une chose, dans le domaine des hydrocarbures, les investissements lourds qui sont faits, ils sont amortis dès le départ. Parce que les gens, ils préfèrent l'argent d'aujourd'hui à celui de demain. Tous les comptables vous le diront. Et donc, les grandes sociétés comme BP ne vont nous donner que des cacahuètes. Nous n'aurons que nos larmes et nos yeux pour pleurer. Macky Sall ne peut pas se permettre de parler. Il a bradé les hydrocarbures du Sénégal aujourd'hui. C'est ça la réalité. Se mettre maintenant à faire ce que les anglophones appellent grandstanding pour parler de l'utilisation des énergies fossiles, allez dire ça à de grandes structures de financement comme JP Morgan ou Citibank, ou même les fonds de pension qui sont aux États-Unis, qui ont donné leurs actionnaires à ces banques le mandat de ne plus investir dans les énergies fossiles. Vous pensez que ces gens-là vont venir investir? Regardez le nombre d'investissements ou de projets pétro-gaziers qui sont en route. Même l'Agence internationale de l'énergie qui est à Paris, avec mon ami Fatih Birol, ils disent que ce domaine-là, c'est du passé. Et vous voulez le président, c'est Macky Sall qui parle. Vous avez Macky Sall, est-ce qu'il s'y connaît? Si Macky Sall est entré dans le pétrole, les premiers barils de pétrole, je vous le rappelle, c'est grâce à moi, Adama Gaye. C'est moi qui ai obtenu le pétrole. Encore une fois, il l'a clamé partout, sur toutes les tribunes internationales. Comme dit précédemment, il est dans son droit. Certains lui donnent raison. Mais c'est un bruit de fond. C'est un bruit qui n'a aucun impact sur ceux qui prennent des décisions. Les décisions finales d'investissement sont prises par des gens qui regardent divers critères. Parfois, c'est ce qu'on appelle triple bottom line, qui tiennent compte de l'environnement.
Et ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste, non? Mais la question n'est pas que ce soit juste ou pas. Évitons le sentimentalisme. Il faut être réel, politique, froid dans l'analyse, rationnel quand on observe ce genre de choses. Non, sentimentalisme africain, ça ne pèse pas sur l'échelle de valeur. Il faut oublier ce genre de réaction. Analysons froidement la situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans le contexte du débat politique, idéologiquement, les tenants du discours des énergies renouvelables ont gagné le pari. Le réchauffement climatique est devenu le débat du XXIe siècle. Est-ce qu'on a des gens capables dans nos pays de tenir ce discours-là? Est-ce que Macky Sall est un messager crédible pour tenir ce discours-là? Je ne le pense pas. Parce que tous ceux qui le suivent savent qu'il est impliqué dans les micmacs qui ont été faits dans Petrotim avec Franck Timis Aloussal, qu'il est impliqué dans le reste des deals qui ont été faits par le devant des gens qui savent tout son parcours, ils se mettent à rigoler. Non, 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 la problématique n'est pas de est-ce que c'est juste ou pas. Évidemment, nous aurions souhaité que nos pays aient pu découvrir ça plus tôt, au moment des premières exploitations du pétrole avec les puits pétroliers mis en route, en particulier à Bakou, en Azerbaïdjan, puis aux États-Unis à Titusville, avec l'entrée en masse des automobiles, de l'utilisation de l'essence vraiment comme carburant pour faire rouler les voitures, etc. À ce moment-là, oui, c'était très bien. Avec la pétrochimie, pour faire le plastique, pour faire l'industrialisation, c'était très bien, pour faire l'électricité. Mais aujourd'hui, qui paye comment? Les gens qui ont l'argent, je vous garantis, ils vont y regarder par deux fois avant de mettre le vie dans quelques pays que ce soit qui veulent œuvrer sur l'énergie fossile. Il faut regarder les choses en face et se dire, très bien, nous avons une fenêtre qui s'ouvre, qui nous permet pour un moment d'utiliser nos hydrocarbures. Faisons vite, tirons le maximum avant que les portes se ferment, mais essayons rapidement de mener le combat sur le terrain où le débat se fait, le débat idéologique sur le réchauffement climatique, où l'Afrique a là un mot à dire, d'exiger des pays occidentaux, des pays industrialisés, qui ont pollué, qu'ils payent et qu'ils financent, n'est-ce pas, leur industrialisation avec des énergies de qualité, n'est-ce pas, acceptables par eux-mêmes et par le vent. C'est ça le grand débat. C'est pas de rester là, comme aurait dit Général de Gaulle, sautiller comme un cabri en disant énergie fossile, énergie fossile, énergie fossile. Non, tel n'est pas un combat tenable ni gagnable. J'ai été à des conférences un peu partout. J'étais en Guyane au mois d'octobre dernier, novembre, à une conférence. Avant cela, j'étais à la conférence de l'énergie africaine à Cape Town au mois d'octobre aussi. Et je peux vous garantir que les Africains qui tiennent ce discours-là, y compris par des ouvrages, ils sont des voix solitaires dans un milieu qui est largement dominé par la tendance vers les énergies propres, les énergies renouvelables. Ça, je pense que l'Afrique doit aussi avoir une lucidité pour froidement analyser la manière dont elle doit répondre, n'est-ce pas, à ces problématiques-là. Mais Macky Sall n'est pas qualifié pour en parler, lui. Surtout pas lui. Est-ce que l'Afrique, elle va rester figée, qu'elle dise rien, et on lui dit arrête les énergies fossiles, alors que l'Afrique n'est pas le premier pollueur du monde, c'est pas l'Afrique qui pollue la planète. Bien évidemment que les Africains ne sont pas les plus grands pollueurs, mais si on veut que les autres payent, il faut qu'on en fasse un business case, un dossier qu'on met sur la table bien argumenté et que tout le monde y trouve son compte aussi, parce qu'il y a une montée des populismes, un recul des pays qui devraient soutenir ce combat-là. Cela dit aussi, nous entrons dans une ère où, véritablement, nul n'est sûr de ce qui peut se passer d'ici un an. Parce qu'imaginez que Donald Trump revienne aux affaires. Ben, il est capable de dire nous ne finançons aucun combat pour aider les pays africains à gagner une compensation par rapport aux énergies fossiles pour aller vers le renouvelable. Trump peut changer la dynamique de la lutte sur le climat. Vous avez
aussi les guerres qui sont relancées. Vous avez des économies qui sont pratiquement à l'arrêt dans beaucoup de pays. Vous avez des tensions lourdes. Donc, vraiment, ce n'est pas des solutions à la petite semaine. Hein, excuse-moi, des hurlements populistes à la Macky Sall qui peuvent régler la chose. Hein. Non, pas du tout. Adama Gaye, on sait que vous êtes un anti-Macky Sall. Alors lui, il a décidé de ne pas être candidat à sa succession et il a, comme dit-il, renoncé à se présenter à cette élection pour un deuxième quinquennat parce qu'il estime que la Constitution lui permet de se présenter à cette élection, mais il renonce. Macky Sall, pour ça, il est entré dans l'histoire, non? Mais franchement, vous n'êtes pas très exigeant. Comment un homme qui a mis en place au Sénégal des escadrons de la mort, qui a présidé à la disparition de personnes, qui a poussé la justice sénégalaise à son aplatissement, pour ne pas dire à sa mort morale, qui a fait de nos forces de sécurité et de défense des groupes qui terrorisent au lieu de protéger les gens, quelqu'un qui a fraudé pour se faire élire, quelqu'un qui s'est entouré de pilleurs des ressources de la nation, quelqu'un qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a agi selon ses intérêts crypto-personnels, seulement parce que sous la pression internationale et nationale, il a été obligé de reculer, malgré l'envie forte qu'il prenait de vouloir chercher un troisième mandat. Vous voulez dire qu'il est entré dans l'histoire? Mais ce serait facile d'entrer dans l'histoire, hein, dans ces conditions-là. Non, il n'est pas entré dans l'histoire. Il sera jugé par l'histoire. Et ce qui se passe en ce moment, en Suisse, où il y a un procès du régime Yahya Jammeh, avec son enseignement, ce procès-là, mais sera quelque part une jurisprudence pour interpeller Macky Sall et les gens qui l'entourent demain pour qu'ils rendent compte et gorge. Parce que la réalité est que du fonds Covid, 1000 milliards qui se sont partagés, des ressources en hydrocarbures qui se sont partagées, des victimes qui ont été tuées, des personnes par les forces de l'ordre, des personnes comme Philbert Sambou, Didier Badji, Jean-François Mancabou, et tant d'autres encore, des actes contraires à la loi pour forcer les Sénégalais à s'exiler comme c'est mon cas. Mais vous pensez que seulement parce que vous vous êtes présenté devant un micro pour dire le 3 juillet 2023 que vous n'étiez plus candidat pour un troisième mandat, que cela suffit pour effacer tout cela? Mais ce n'est pas possible. Ce serait trop facile. Ce serait une carte blanche donnée à quelques prédateurs que ce soit, quelques malfaisants que ce soit, de chercher le pouvoir et de venir faire ce que bon lui semble, et puis après, sortir pas une pirouette, une formule de quelque nature que ce soit, et dire voilà, je suis entré dans l'histoire. Non, il n'est pas entré dans l'histoire. Jamais du tout. Il n'entrera dans l'histoire. Il sera jugé par l'histoire du Sénégal. Et pour ce qui est du bilan matériel, les infrastructures, notamment routières? Mais il n'y a pas d'infrastructure routière. Si ça, c'est de la dette et de la mauvaise dette. Parce que ce qui a été contracté comme dette, jusqu'à ce que le volume de la dette du Sénégal s'élève à 14 000 milliards CFA, c'est une façon de verser dans la corruption. Les contrats ont été signés sans être négociés, parfois en catimini, l'acquisition d'un avion, l'achat d'un stade, on ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire. Rien n'a été discuté. Monsieur n'en a fait qu'à sa tête à emprunter à tour de bras pour construire. Vous pensez que ça ne sera pas payé? Comme on dit, les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Les Sénégalais vont payer ça. Si c'était évidemment des dettes utilisées pour des choses utiles, on peut comprendre. Mais des surfacturations pour construire une autoroute, des surfacturations pour construire un stade, des surfacturations pour donner le foncier à des copains.
magnifique. Vous savez, franchement, est-ce que d'ailleurs il faut se gousser, se féliciter de ça? C'est l'argent du pays. Je ne veux pas apparaître comme quelqu'un de nihiliste ou qui critique à tout va. Je vous dis les choses comme elles sont. Je connais Macky Sall. Je suis dans le domaine des investissements. Je travaille avec des partenaires qui sont dedans. Il y a ce qu'on appelle value for money. Ce que les Crown Agents font, ce qu'on appelle value for money, vous vérifiez, est-ce que l'argent que vous mettez dans un projet, est-ce qu'il y a sa valeur? Il n'y a pas de valeur par rapport à ça. J'ajouterai une chose, je vous le dis. Macky Sall, tel que je le connais, il m'a suivi à Rotterdam pour rencontrer des investisseurs et dans des milieux les plus lugubres de la Hollande. Il m'a suivi pour aider le Sénégal à obtenir des barils de pétrole au Nigeria. Il ne peut pas nier, il ne l'a pas nié, il n'ose pas le nier. Il sait, et c'est pour ça qu'on a essayé de m'arrêter pour que je me taise. Ils ont essayé de négocier en parlant à des membres de ma famille, à des amis, pour que je laisse tomber, que je baisse la garde. J'ai dit niet, je ne mange pas de ce pain-là. Mais pourquoi vous voulez donner un titre à quelqu'un qui a agi en criminel du début à la fin de sa carrière, à la tête de l'État du Sénégal? C'est dommage qu'Abdoulaye Wade soit trop âgé. S'il avait eu 25 ans aujourd'hui, il vous aurait parlé. Et vous auriez su à quel point Macky Sall, avec qui j'ai eu de bonnes relations, et il a essayé toutes sortes de façons de me convaincre, y compris de se faire passer pour mon boy. Ne me dites pas qu'on est en République. C'est lui qui utilise le concept. Devant Ousmane Diaye, son ancien patron de Petrosem. Oui, à l'hôtel Selfridge à Londres. Oui, moi, je suis ton boy. Vous êtes dur avec lui, hein, Macky Sall. Très dur. Je maintiens tout, de A à Z. Il n'ose pas bouger. Je répète, je maintiens tout. Et j'ai écrit ça. Il n'a jamais osé nier ça. Je l'ai dit devant le juge d'instruction qui m'a interrogé. Il s'est mis à trembler devant 5 avocats. Il s'est mis à trembler jusqu'à quitter son siège parce qu'il sait que je le tenais. Je lui ai dit que cette histoire, ça vous dépasse, vous. Demandez à Macky Sall de venir se présenter. Demandez aux chefs d'État d'autres pays de venir se présenter. Ils se sont mis tous à trembler. Ils ont été obligés d'aller demander secours auprès du Khalif des Mourides et d'autres personnalités pour qu'ils viennent me parler. Oui, c'est ça la réalité. Mais enfin, vous l'appelez président, moi je ne l'appelle pas président. Macky Sall, pas candidat, il a désigné un autre pour son camp, Benno. Il s'appelle Amadou Ba, l'actuel Premier ministre. Que pensez-vous de lui? Écoutez, Amadou Ba, rien qu'à voir sa démarche empesée, ses reins qui donnent à penser qu'il est gorgé de gris-gris, sa tête toujours baissée d'un homme qui n'est pas fan du collier, et son parcours d'individu ultra corrompu par les Turcs et autres personnes extérieures qui peuvent faire main basse sur le pays, et enfin sa servilité devant Bruno Le Maire, un petit ministre de l'économie français, qu'il a reçu dans une cuisine en France. Ce monsieur-là, vous pensez que le Sénégal mérite de l'avoir à sa tête? Non, c'est une aberration. En réalité, Macky Sall cherche à avoir comment dirais-je, une marionnette qu'il utiliserait à sa guise. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Mais ce monsieur-là n'a pas la crédibilité d'être à la tête du Sénégal. Qu'on s'entende bien. Allons plus loin. Depuis quelque temps, on voit des gens qui essaient de lui tresser des lauriers, y compris par la publication d'un ouvrage de M. Madiambal Diagne qui s'appelle La dernière marche, j'allais dire marche ratée, ou l'organisation de cette assise de la presse francophone à Dakar, dont on se demande, entre parenthèses, qui l'a financé? Qui a fait venir au Sénégal 200 personnes? Est-ce que l'association de la presse francophone peut financer même le déplacement de 2 personnes? Pourquoi la secrétaire générale de la francophonie, Louise Meshikouabo, n'est pas venue parler là-bas? Pourquoi cette histoire a été organisée à 1 mois, comme si c'était une dynamique de blanchiment et d'organisation, d'orchestration d'une fraude à venir, pour qu'on puisse imposer par les gens qui sont venus, qui ont reçu notre argent, les perdièmes et autres, la validation d'une présidence qui n'est pas assurée, parce que M. Amadou Ba
Si vous organisez une élection, il ne va même pas passer au deuxième tour, comme on l'a dit. La réalité est que maintenant, au-delà de Amadouba, nous sommes dans un monde qui est chahuté au plan de sa démocratie. Dans le magazine dit Économiste, qui fait le bilan et les perspectives de l'année 2023-2024, il est dit qu'en 2024, il y aura 70 pays qui auront des élections. Et ça va impliquer 4,2 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire plus de la moitié de l'humanité ira aux urnes. Malheureusement, nous vivons les plus mauvais moments dans l'évolution de la démocratie libérale en particulier, depuis qu'elle était revenue en grâce en 1989, après la chute le 9 novembre 1989 du mur de Berlin. Et maintenant, Ousmane Sonko, son emprisonnement, le rejet de son dossier de candidature à la présidentielle. Mais Ousmane Sonko, ce qui lui est arrivé, il est principalement responsable de son sort. Et il avait un followership, des gens qui le suivent, qui sont ses soutiens, qui étaient prêts à le soutenir contre vents et marées, qui l'ont accompagné même contre toutes les évidences dans sa saga le phoque avec la jeune fille Adissa, la pauvre, qui a été présentée dans des conditions inacceptables, malgré tous ses défauts par ailleurs. Tout cela pour protéger Ousmane Sonko. Puis, Ousmane Sonko a mené des croisades parfois enfantines, je veux dire, du genre bourroc, du genre gatsa, ça fait des expressions, à la limite, non, on se demande est-ce que ce n'est pas un jeu de rôle. Et la réalité est que, progressivement, l'État profond a eu le dessus sur lui. Surtout que cet État est habitué à faire des complots. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, malgré toutes ces fanfaronnades, est en prison. Malgré toutes ces fanfaronnades, il a créé les conditions de la dissolution de son parti parce que la loi sénégalaise dit clairement que quelqu'un qui est un parti politique ne doit pas recevoir de l'argent de l'extérieur. C'est noir sur blanc. Et donc, il a prêté le flanc. Qu'il ne soit pas candidat. C'est que tout le monde savait, moi je l'ai écrit depuis longtemps, que cette élection qui est en train de se faire est partie pour être la plus grande mascarade qui soit. Depuis octobre, j'ai écrit noir sur blanc que nous allons vers une élection de tous les périls et qu'il fallait prendre le temps d'organiser une transition pactée, calme, structurée, sous supervision acceptable. Malgré tout cela, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit le pouvoir, comme s'ils étaient tous engagés dans une logique du pire, n'est-ce pas, de la compétition pour prendre le pouvoir, cela risque ensemble, collectivement, parce que ce n'est pas individuel, de nous mener vers on ne sait quoi, vers tous les périls, comme je l'ai dit. Voilà, et Ousmane Sonko, aujourd'hui, ne pèse plus. La présidentielle du 25 février à maintenir ou à reporter, alors? Ah, mais moi, j'ai écrit, vous savez, la loi dit que c'est écrit dans la Constitution qu'on ne peut pas changer cette élection, la date. Mais la réalité, moi, je pense que les constitutions, elles sont faites par les hommes. J'ai écrit noir sur blanc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'ai dit qu'une transition qui n'est pas pactée, structurée, discutée, c'est une transition problématique. Je dirais aussi une chose, de manière générale. Quand on regarde le tableau du Sénégal, c'est quoi? C'est un pays où la justice est couchée. Les services de sécurité ne sont plus véritablement au service de l'intérêt général. Nous avons un État profond qui agit au détriment de l'intérêt général et qui travaille pour quelques individus. Nous sommes donc mal barrés, si j'ose dire. Je pense, par ailleurs, que le débat doit être autorisé à fonctionner comme vous essayez de le faire ici. Je vous remercie de me donner la chance parce que le droit à l'information, c'est d'abord le droit d'accès à un support d'information. Il faut qu'on puisse débattre en profondeur des problématiques du Sénégal. Ce n'est pas le cas. Et je dirais aussi, il faut qu'on cesse de trivialiser le débat. Et si on trivialise le débat aujourd'hui, comme l'ont dit Jacques Ellul, Paul Katz et Harold Laswell, qui sont les grands spécialistes de la communication du siècle passé, ce qu'on voit,
c'est que les gens s'exposent sélectivement à ce qui leur plaît, c'est le folklore. Et donc, de Gutenberg, il y a plus de 500 ans, à Zuckerberg aujourd'hui, nous sommes dans un siècle aujourd'hui où la communication est devenue essentielle pour les sociétés humaines. Or, chez nous, on veut nous empêcher de parler. On aurait dit. Merci Adama Gaye, merci à Jo Moron et Abdou Cham pour les moyens techniques. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. Merci beaucoup. Mi te kan hamrayi tin